Est-ce que la scolarité de votre enfant est un problème, peut-être un casse-tête? Est-ce que votre quotidien est épuisant, vous pompe beaucoup d'énergie? Vous oscillez peut-être entre fierté vis-à-vis de votre enfant qui se montre extrêmement performant, peut-être même précoce dans ses résultats scolaires, et inquiétude devant ses besoins auxquels il est difficile parfois de répondre. Peut-être que malgré vos efforts, vous arrivez parfois à une limite de compréhension de votre enfant malgré votre bonne volonté. Vous vous sentez démuni par rapport à comprendre cet enfant que vous voyez bien hors norme dans sa manière d'aborder les apprentissages. Peut-être qu'en tant que parent, vous êtes tiraillé entre le désir de le protéger et la tentative de faire en sorte qu'il soit comme les autres. Si vous vivez ces quelques ressentis de parents, vous vivez probablement ce que vivent la plupart des parents d'enfants à haut potentiel. Et ce n'est pas pour rien, c'est lié à des caractéristiques dont nous allons parler et que je voudrais vous présenter maintenant. Les enfants effectivement à haut potentiel ont des spécificités qu'il est important et intéressant de comprendre de manière à pouvoir en tant que parent les vivre au quotidien, de manière à mieux accompagner son enfant et en tant que parent à bien investir son rôle éducatif en le vivant au mieux de manière apaisée au quotidien. Bonjour, je m'appelle Nathalie Collin-Fagotin, je suis psychologue de la famille et fondatrice de Family Psy et je vous donne dans cette vidéo des éléments de compréhension pour vous aider à mieux appréhender la question du haut potentiel en vous donnant des clés pour décrypter les spécificités psychologiques, les spécificités cognitives de l'enfant à haut potentiel de manière à vous aider à dépasser les difficultés que ça peut créer au quotidien et vous aider à accompagner votre enfant de manière à ce qu'il puisse être épanoui. La première chose que je voudrais vous dire sur l'enfant à haut potentiel, c'est que c'est un enfant comme les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un enfant qui, avant d'être précoce, surdoué, à haut potentiel, suivant les termes que vous utiliserez et que vous trouverez dans la littérature, eh bien c'est un enfant. À ce titre-là, il a des besoins qui sont identiques aux autres enfants. Il a besoin de sécurité, il a besoin d'affection, il a besoin de liens sociaux, il a besoin d'appartenance, etc. Bref, il a un développement qui va s'enclencher comme tous les autres enfants de manière particulière et il va avoir de manière identique aux autres enfants des besoins auxquels vous allez être amené à répondre. Encore faut-il les avoir compris. Cet enfant va par ailleurs avoir une vitesse de développement équivalente à la norme des autres enfants dans certains domaines. Et c'est bien ce qui peut parfois être déstabilisant. Certains enfants vont connaître un développement particulièrement rapide, précoce dans certains domaines, par exemple dans le développement du langage ou dans la capacité à raisonner ou même dans une capacité à élaborer une pensée, mais se montrer tout à fait dans la norme par rapport à d'autres domaines. Nous allons le retrouver chez l'enfant à haut potentiel, notamment dans le domaine affectif ou le domaine social, où l'enfant ne va pas forcément démontrer une précocité dans ce domaine-là. Par exemple, vous allez peut-être si votre enfant a sauté une classe et qu'il se retrouve au collège alors que ses autres camarades du même âge sont encore au niveau primaire, eh bien vous allez peut-être considérer remarquer des comportements qui sont un petit peu différents, qui parfois vont le mettre en difficulté. Par exemple, il va avoir certaines difficultés à s'organiser, à suivre finalement l'organisation du collège qui lui demande plus d'autonomie, notamment dans ses révisions, dans la planification de son travail scolaire, qui est une caractéristique de la manière dont s'organise le collège, mais auquel il n'est peut-être pas encore tout à fait prêt parce qu'il peut y avoir encore un manque de maturité par rapport aux autres élèves de son âge qui, eux, étant plus âgés, ont déjà acquis cette capacité de planification et d'anticipation dans leur révision et leurs travaux scolaires. Alors faisons maintenant un point sur ce qu'est la douance ou le haut potentiel intellectuel ou encore l'enfant intellectuellement précoce. Donc qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, un enfant qui est dit à haut potentiel quand il a un rythme de développement intellectuel que l'on évalue avec le fameux QI qui va s'établir à partir de tests psychométriques que l'on va faire passer à l'enfant et qui est très supérieur à la normale.
alors que dans d'autres domaines, comme je viens de vous le montrer, son développement affectif ou relationnel peut tout à fait correspondre aux normes de son âge. Suivant les statistiques et on va dire la quantité, le quotient que l'on prend en compte, on considère que de 2 à 5% de la population est concernée par le haut potentiel dans la population totale. Alors quelles sont les implications de ce haut potentiel intellectuel? Alors tout d'abord, c'est la notion de dysynchronie qui a été identifiée par différents auteurs qui se sont intéressés au haut potentiel pour définir la différence de synchronisation, on pourrait dire ça comme ça, en termes de développement, qui va se traduire par exemple par des capacités cognitives particulièrement précoces et particulièrement supérieures à la norme de l'âge, et la manière dont par exemple l'enfant ou l'adolescent vont vivre la scolarité, dans la manière dont ils vont vivre leur relation aux autres et dans la manière dont ils vont vivre la dimension personnelle de comment ils se vivent intérieurement par rapport à l'identité par exemple. Il y a une autre caractéristique qui oppose ce qu'on va appeler les hauts potentiels homogènes et les hauts potentiels hétérogènes. Pour faire un peu simple, dans la question de la manière d'établir un quotient intellectuel, donc le QI, ça va s'établir à partir de sous-catégories qui sont donc évaluées à partir de différents tests. Ces sous-catégories permettent d'établir un score qui, en moyenne, va donner le QI, fameux QI que l'on va chiffrer et qui correspond à la moyenne globale de ces différentes sous-catégories. La caractéristique homogène consiste globalement à dire que dans toutes les sous-catégories, le niveau va à peu près correspondre, va être à peu près identique. Alors que dans la catégorie hétérogène, eh bien, nous allons avoir des enfants qui vont avoir des scores extrêmement élevés dans une sous-catégorie, mais moindres dans une autre, ce qui va en fait produire des décalages importants dans la manière dont ils vont se développer. Et c'est probablement par rapport à ces enfants qui sont plus dans des caractéristiques hétérogènes que l'on va retrouver le plus de difficultés, notamment dans les apprentissages, mais aussi dans leur vie quotidienne. La particularité, c'est qu'en fait, les enfants à haut potentiel ont des caractéristiques communes, nous allons les développer juste après, mais ont aussi un parcours qui leur est unique. Alors d'abord parce que, comme je vous l'indiquais, il peut y avoir des spécificités, notamment en termes d'homogénéité. Il peut y avoir des différences parce qu'on peut être à un QI supérieur, voire très très supérieur, mais la borne peut être très différente entre des enfants qui ont un QI par exemple de 125, 130 et des enfants qui ont un QI de 140 ou voire même supérieur. Donc là, ce qui est important de se dire, c'est qu'en fait chaque enfant à haut potentiel est unique parce qu'il a aussi sa propre histoire, il a eu son vécu scolaire, il a eu un contexte familial particulier, il a ses expériences qui vont aussi faire évoluer ce haut potentiel d'une manière particulière. Et donc chaque parcours de haut potentiel va être unique. Alors est-ce que être à haut potentiel c'est un atout ou une difficulté ? Eh bien, la réponse est probablement entre les deux. Bien sûr, ça peut être un atout, mais l'enfant ne le voit pas forcément de cette manière-là. D'ailleurs, il considère parfois cette différence et ce haut potentiel comme une difficulté, comme quelque chose, un problème dont il aimerait se défaire. Donc l'enfant, lui, dans sa perception, ne le voit pas forcément tout de suite comme un atout. Et quand on est parent, ça n'est pas forcément non plus le cas parce que effectivement dans certaines situations, quand l'enfant est amené à comprendre des notions, eh bien effectivement on va se rendre compte qu'il a beaucoup plus de facilité et de rapidité à intégrer un certain nombre de notions, de concepts, de raisonnements, de logique que la plupart des autres enfants. Et donc ça va être plutôt un atout. Mais dans d'autres contextes, ça va comporter des inconvénients que connaissent bien à la fois les parents d'enfants à haut potentiel et même dans certains cas des enseignants qui ne savent pas toujours comment s'y prendre avec des enfants dans leur classe qui sont à haut potentiel parce que justement ils ont des besoins spécifiques et que ça va entraîner un certain nombre de conséquences dans leur vie au quotidien.
Donc les besoins spécifiques des enfants à haut potentiel sont liés aux caractéristiques que nous allons développer ensemble et qui vont vous permettre de comprendre pourquoi ces enfants ont des besoins que l'on peut identifier et qu'il est important de connaître quand on encadre, quand on est un adulte qui prenons en charge, qui éduquons un enfant à haut potentiel. Parce que ça va nous aider à le connaître et à savoir exactement comment se situer par rapport à lui et comment répondre à ses besoins et l'aider à se développer. Ça va donc entraîner des enjeux éducatifs qui sont, qu'on va retrouver bien sûr à la maison, dans sa relation entre parents et son enfant ou son adolescent, mais qui vont aussi avoir des implications, bien sûr, à l'école. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un QI supérieur? Alors, vous voyez ce petit graphisme qui en fait elle a une vision schématique de la courbe de Gauss qui est utilisée pour repérer dans la population totale où se situe le QI supérieur. Eh bien, là où le graphique est au plus haut, eh bien, on va dire ça schématise finalement la norme, là où la plupart des gens se situent. Nous sommes dans un QI au milieu qui se situe à 100 et la plupart d'entre nous, la plupart des gens se situent dans cette borne-là. Quand on commence à descendre, vous voyez, le nombre de personnes dans la population totale diminue. Plus on s'éloigne de la norme et plus le chiffre diminue. Eh bien, on considère qu'effectivement le QI est considéré supérieur à partir du moment où il dépasse d'au moins 25% la norme qui est établie donc au centre et qui est globalement supérieur, alors suivant les repères que l'on va prendre, supérieur à 125 ou 130, donc qui est établi à partir de tests psychométriques comme par exemple le test de WISC qui va faire état et donner un score sur un certain nombre de capacités cognitives mais aussi des capacités de logique et de représentation dans l'espace. Donc le QI, on pourrait dire que c'est tout simplement un rapport quantifié à une norme que l'on vient de voir sur ce schéma. Et que ce QI va donner une moyenne globale avec des scores qui sont d'une part génériques, mais d'autre part qui peuvent s'appliquer, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à des sous-catégories. Nous allons donc pouvoir regarder des scores pour un enfant vis-à-vis de son raisonnement, du langage ou de la représentation mentale qu'il a, de l'espace, de sa logique, etc. Il faut savoir par contre que le QI a ses limites. Il y a certaines choses, par exemple, que le QI ne mesure pas. Il ne mesure pas, par exemple, ce dont on parle de plus en plus, qui est l'intelligence émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup d'enfants à haut potentiel se sentent en difficulté par rapport à la manière dont ils vivent leurs émotions et leurs relations avec les autres. On va parler, par exemple, d'hypersensibilité concernant les enfants à haut potentiel. Et le QI, tel qu'il est actuellement, ne mesure pas effectivement cette dimension qui parfois fait défaut, en tout cas est parfois un vrai challenge, un vrai défi pour ces enfants à haut potentiel. Et puis il faut savoir que le QI va évoluer avec le temps. Et donc le QI qu'un enfant va avoir à 6 ans, 7 ans, peut être différent de celui qu'il va atteindre à 10 ans, 11 ans. Et il est donc important de considérer que ce n'est jamais quelque chose de définitif pour toute la vie, mais que ça va connaître une évolution. On peut dire aussi que le QI, c'est un indicateur et c'est en aucun cas une étiquette. L'étiquette va enfermer l'enfant dans quelque chose qui le dépasse. Le QI doit pouvoir servir uniquement à comprendre l'enfant et à trouver ce qui est bon pour lui et surtout pour son développement. Et puis donc à vous aider, vous, parents ou éducateurs, à savoir comment répondre à ses besoins, comment être là en tant qu'éducateur à ses côtés pour pouvoir l'aider, l'accompagner au mieux. Le QI évolue aussi, non seulement avec l'âge, mais avec l'historique de votre enfant. En fait, il va être influencé par un certain nombre d'environnements, notamment si cet environnement est stimulant ou non. S'il est stimulant, ça va développer cette potentialité. Si ce n'est pas stimulant et au contraire, ça va plutôt avoir un effet de faire stagner ce potentiel qu'il a en lui. D'ailleurs, ceci est vrai pour tout enfant. Le développement se fait dans la mesure où il est suffisamment stimulé pour se déployer convenablement. Voyons maintenant de façon plus générale quels seraient les points, les caractéristiques génériques de la personnalité et des capacités cognitives de l'enfant à haut potentiel.
La première chose qu'il faut savoir, c'est que cet enfant, il apprend et il fonctionne dans sa tête de manière différente. Donc, bien sûr, on a tous en tête, quand on pense à haut potentiel, la rapidité d'apprentissage de ces enfants. Mais ce n'est pas juste une question de rapidité, c'est aussi une manière d'appréhender un certain nombre de problèmes et de notions. Ce qui fait que, par exemple, si on explique ou si un enseignant explique une notion à un enfant à haut potentiel, eh bien, non seulement il est capable de la comprendre très rapidement, d'une manière générale, mais il ne va pas forcément être capable de restituer par cœur ce qu'on vient lui dire ou ce que le cours ou ce que l'enseignant a pu, la manière dont il a pu l'expliquer. Donc il a le résultat, la compréhension de la notion, mais il ne va pas forcément intégrer et mémoriser la méthode qui l'a amené au résultat. Il va par exemple être incapable de restituer donc par cœur ce qui lui a été dit ou même d'expliquer à un autre camarade pour arriver au résultat et à la compréhension comment il s'y est pris. Il a raison quand l'enfant à haut potentiel qui s'en rend bien compte exprime le fait qu'il n'est pas comme les autres. Et effectivement, de ce point de vue-là, il réfléchit d'une manière différente et que c'est difficile de le comprendre parce qu'il ne va pas forcément être confortable avec des méthodes d'apprentissage plus traditionnelles, par exemple. La deuxième caractéristique sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'un enfant à haut potentiel n'éprouve aucun plaisir à refaire un exercice qu'il a déjà compris, qu'il a déjà fait et qu'il l'amène au même résultat. Quand la notion est acquise, eh bien, il y a une démotivation à refaire. Il veut avancer, il veut progresser. Ce qui revient à dire que demander à un enfant à haut potentiel de refaire un certain nombre de choses de manière récurrente, eh bien, c'est comme lui créer une situation pénible à vivre parce qu'il n'y a aucune motivation et aucun plaisir pour lui à faire ça, ce qui va d'ailleurs créer des situations parfois d'ennui ou de besoin d'aller plus loin, d'en savoir plus et de répondre à un besoin accru de connaissances. Cet enfant à haut potentiel, il aime aussi la complexité. Là où la plupart d'entre nous considérerions que aborder certains thèmes, ce serait plutôt une prise de tête, eh bien, pour l'enfant à haut potentiel, les prises de tête sont plutôt source de stimulation et d'enthousiasme. Il va avoir des sujets dans lesquels il va beaucoup s'investir. Il aime la complexité, il aime se poser des questions, il aime avoir des connaissances toujours plus importantes de manière à répondre à son besoin accru de connaissances et de soif d'apprendre. Et puis cet enfant, il est multitâche, ou on pourrait dire multicarte. Il peut avoir des capacités dans différents domaines qu'il peut développer de manière optimale et très avancée. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'enfant à haut potentiel. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à regarder sous cette vidéo pour accéder aux caractéristiques et à la personnalité de l'enfant à haut potentiel. Je vous parle de comment il se ressent, comment il se vit et comment justement en tant que parent on peut intervenir et accompagner au mieux son enfant, son adolescent à haut potentiel. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette compréhension de l'enfant à haut potentiel.